Alors bonjour à tous, donc moi c'est Florian, vice-président du BDS de PSTB. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite conférence podcast qu'on a surnommée De l'endurance à la réussite, donc sur le thème du mental au service du sport et du business. Aujourd'hui notre invité Benjamin Waish, donc je vais te laisser te présenter, premier temps. Merci déjà de m'avoir invité pour cette conférence et ce podcast. Pour me présenter rapidement, j'ai eu un parcours au départ universitaire qui m'a pas trop inspiré. Je me suis dit que la voie de prédilection dans laquelle je m'étais épanoui et qui était ma passion, c'était le sport. Et le premier accès sur lequel je pouvais m'orienter par rapport au sport, c'était la natation, qui a toujours été l'un des sports favoris que j'ai eu depuis tout petit. Et puis en faisant de la natation, j'ai découvert que je pouvais enseigner la natation. Et ça, c'était quand même sacrément chouette. Donc, je suis devenu maître nageur. Et de maître nageur, j'ai découvert qu'on pouvait aussi entraîner. Donc, j'ai commencé à entraîner différentes équipes en natation, au niveau départemental, puis j'ai évolué jusqu'au niveau régional. Puis, je me suis dit qu'on pouvait découvrir d'autres aspects aussi dans l'accompagnement. Et c'est là que je me suis intéressé un petit peu plus à la préparation mentale et que j'ai commencé à me former dans différents champs, dans le coaching en premier, puis ensuite dans ce qui est un peu plus la préparation mentale ou l'accompagnement psychologique pour le sport de très haut niveau. Et j'ai découvert d'autres aspects comme la formation, l'accompagnement, et puis je me suis retrouvé à accompagner ensuite des sportifs de très haut niveau. J'ai accompagné des sportifs qui préparaient les Jeux Olympiques. J'ai travaillé aussi avec d'autres qui préparaient les championnats du monde. Et de fil en aiguille, j'ai découvert vraiment cette passion de la psychologie du sport. Et c'est un petit peu ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui et comment on pourrait trouver deux, trois clés pour avancer, quoi. Ok, très bien, merci. Donc après cette présentation complète, on a préparé quelques questions à vous poser. Donc, vous nous avez expliqué un peu votre parcours, ce qui vous a amené à devenir préparateur mental. Vous nous avez dit ce qui vous a poussé à le devenir. J'aimerais parler du coup de comment vous vous êtes dit, je vais en faire vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ça que je vais en faire ma carrière, monter une entreprise autour de ça, etc. À force des accompagnements et des équipes que j'ai eu la chance de rencontrer, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai commencé ce qu'on appelle auto-entrepreneur, où j'ai évolué avec plusieurs équipes, des sportifs, et puis même dans le monde de l'entreprise, où j'ai accompagné différents dirigeants, des salariés, des managers. Et puis on m'a dit, pourquoi pas toi aussi te lancer, devenir entrepreneur. Au départ, ça me semblait vraiment une absurdité en me disant, mais comment je peux devenir entrepreneur? Et puis finalement, c'est assez simple de devenir entrepreneur. La question, c'est qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Euh, c'est surtout l'envie de vouloir faire bouger les lignes, faire changer les choses et de montrer qu'on pouvait avoir un regard différent autour de ce qu'est le sport, de comment on peut travailler autour de la psychologie du sport avec des sportifs, mais aussi des entraîneurs et tout le staff qui y a autour, parce qu'il y a d'autres environnements auxquels il faut s'intéresser, et pas uniquement le sportif lui-même, et comment il est accompagné autour de lui vers la performance. Et je me suis lancé. J'ai décidé de quitter mon emploi. J'étais conseiller technique départemental à la Fédération de natation, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa que je me lance vraiment. Donc en 2019, j'ai commencé à me lancer, et en 2020, j'ai créé mon entreprise. Bon, c'était pas forcément le bon timing. 2020, début de Covid, on pouvait espérer un meilleur créneau pour s'en sortir. Puis finalement, j'ai découvert de nouvelles façons de travailler, de nouveaux prospects, nouveaux clients. Et ça a été un gros travail de se lancer dans cette période-là, puisque tout s'est arrêté au niveau de l'entreprise, tout s'est arrêté au niveau de la vie en général. Bon, je pense que chacun a eu une expérience à raconter à ce sujet-là. Et par contre, je suis très heureux d'avoir entrepris et d'avoir commencé ce démarrage. Ok, merci. Du coup, on va vous demander un peu de préciser le métier de préparateur sportif. Donc, en quoi consiste précisément le rôle de préparateur mental dans le sport? Alors, pour répondre, il y a une distinction à faire entre préparateur sportif et préparateur mental. Préparateur sportif, on va plus utiliser préparation physique qui vont intervenir dans un staff pour accompagner sur la réathlétisation ou sur l'athlétisation des sportifs. Et de l'autre, moi, je vais plus intervenir dans le champ de la psychologie du sport.
La psychologie du sport, on se dit beaucoup, c'est quoi ce truc-là? Finalement, c'est assez simple. C'est comment on va pouvoir accompagner une personne à lui faire travailler un certain nombre de compétences qu'elle a ou qu'elle n'a pas encore, et on va lui permettre de les développer. Et c'est des compétences qui sont en relation avec trois domaines principaux. On va appeler plutôt les compétences émotionnelles, gestion des émotions, un grand mot qu'on utilise un petit peu dans tous les sens, mais qui va être vraiment utile pour des sportifs, mais tout aussi bien pour des étudiants comme pour un entrepreneur. On va utiliser toutes les habiletés de vie, gestion du stress, tout ce qui tourne autour de l'hygiène aussi qui sont importants. Et donc on va rappeler aussi ces fondamentaux auprès des sportifs. L'importance de bien dormir. Plus que bien dormir, c'est avoir un cycle de sommeil qui nous corresponde à chacun. On n'a pas forcément des mêmes cycles de sommeil, on ne se couche pas forcément à la même heure. Mais l'important, c'est que ça nous convienne et que ça nous permette de bien récupérer. Ça, c'est le plus important. Puis après, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les compétences cognitives, c'est-à-dire un petit peu toutes les pensées qui peuvent nous traverser, toutes les choses auxquelles on peut réfléchir aussi, qui sont importantes, l'attention, la concentration. Et plus global aussi, on va s'intéresser au groupe. Voilà, comment l'individu lui-même, le sportif, va rentrer en interaction avec d'autres et comment ce groupe-là va avancer et se diriger, en tout cas, vers une certaine performance. Ok. Merci beaucoup. Donc, vos accompagnements, ils s'adressent plutôt à des athlètes, à des entrepreneurs ou à des étudiants? Alors j'ai beaucoup travaillé avec des entrepreneurs, j'ai travaillé aussi avec des sportifs et des étudiants. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans les trois systèmes, et trois systèmes à la fois différents mais complémentaires, parce qu'ils m'apportent une vision beaucoup plus globale sur ce qui peut être construit. D'abord, au niveau des étudiants, moi ce qui me semble important, j'ai pu travailler avec certains d'entre eux, c'est comment on va prendre une bonne direction. Et généralement, on se lance en tant qu'étudiant parce qu'on se dit, tiens, c'était sympa, l'école est intéressante, l'université m'intéresse, mais on se questionne moins sur pour quelles raisons. Pour quelles raisons on a envie de s'orienter et devenir un jour étudiant. Pour avoir un métier, pour avoir un salaire, est-ce qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte? Mais en tout cas, essayer de voir un étudiant, c'est s'orienter vers un métier d'avenir. Quel est le métier sur lequel j'aimerais aller? Et si je ne le connais pas, est-ce que je vais faire les recherches par moi-même pour aller le découvrir? Ça, c'est le travail que j'ai fait avec une partie des étudiants que j'ai accompagnés. Ensuite, pour ce qui est du travail avec les entrepreneurs, là, il y avait plusieurs difficultés qu'ils ont pu rencontrer. La première, c'était comment je vais réussir à gérer mes équipes, comment moi, je vais aussi être un leader et m'affirmer en tant que leader auprès d'eux, comment je vais réussir à animer des réunions, prendre la parole en public, pas mal d'obstacles qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie d'entrepreneur. Et j'étais là un petit peu pour les réassurer sur des choses qu'ils maîtrisaient déjà, mais aussi pour leur amener une nouvelle réflexion sur ce qu'ils pourraient construire. Et puis enfin, les sportifs, là, il y a vraiment deux cadres différents. Il y a le sportif en tant qu'athlète sport individuel, et puis il y a l'athlète qui évolue dans un collectif. On a vraiment deux aspects différents. On va appeler ça l'approche holistique, c'est-à-dire comment l'individu évolue dans un seul environnement et qu'est-ce qui évolue, quel est le système, l'écosystème qui est autour de lui. Et puis de l'autre, quand on parle d'un individu dans le groupe, c'est un collectif. Donc à la fois, il va avoir une démarche personnelle de vouloir faire un certain nombre de choses pour améliorer sa situation, mais aussi améliorer sa situation vis-à-vis des autres, et comment le groupe aussi perçoit l'individu lorsqu'ils vont travailler avec lui. Donc je dirais que pour avoir vu tous ces systèmes, aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est davantage d'orienter sur la partie sportive, à la fois sur un collectif ou un individuel, mais aussi sur la partie entrepreneuriale, que je trouve intéressante. Ok, donc du coup, dans ces deux parties, donc on a dit sportif et entrepreneurial, on a vu un peu les principales difficultés mentales qu'on peut rencontrer dans ces domaines. Et vous, du coup, en tant que préparateur mental, comment vous les aidez à les surmonter? Ça, c'est une super question. Alors, ça va changer d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que selon les problématiques que va rencontrer cette personne, selon ses expériences, le cadre de vie, ce qu'elle a déjà pu vivre en tant que telle, en tant que sportif, vivre en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est un tout jeune entrepreneur qui se lance et donc il ne connaît pas ce milieu, c'est une certaine incertitude vis-à-vis de ce qu'il va vivre dans le futur. Et là, dans ces cas-là, on va amener un petit peu plus de contrôle,
dans ce que cette personne va être en mesure de faire et lui apporter aussi des ressources. Ça, c'est important pour qu'elle soit à même d'avoir les codes, les usages et qu'elle puisse intervenir plus efficacement. J'ai intervenu avec des entrepreneurs sur des levées de fonds, par exemple. Ils s'interrogeaient beaucoup comment je construis mon projet, comment je construis mon pitch, comment je vais amener aussi, moi, à me valoriser. Et on a toujours tendance à vouloir en dire un petit peu moins ou pas forcément s'affirmer. Et c'est plus difficile de parler de soi, de parler de son entreprise, mais à partir du moment où on s'est approprié le projet, qu'on s'est approprié la vision qu'on en avait et comment on souhaitait euh, aller sur du long terme en avant avec cette entreprise ou avec les sportifs s'orienter vers les championnats de France, championnats du monde, championnats d'Europe ou même les Jeux Olympiques. L'important, c'est le trajet et la construction du projet qu'on va mettre en œuvre. Donc mon travail, c'était surtout d'aller des tout petits pas vers des grands pas et comment on allait des petits pas vers les grands pas. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous direz que la préparation mentale, c'est un facteur clé du succès, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat? Et du coup, pourquoi c'est un facteur clé et pourquoi faut énormément y consacrer du temps ou la travailler? Alors le mental, je pense qu'il est indissociable du reste. C'est-à-dire à partir du moment où on se confronte à des situations, de toute façon, notre mental, plutôt les aspects psychologiques de la relation à l'autre ou même de notre relation à nous-mêmes, va de toute façon intervenir. On n'a pas le choix. Voilà, on a beau se dire ne pense pas, eh bien on va penser quand même. On a beau se dire ne sois pas stressé, à chaque fois qu'on a une situation qui peut être problématique, on peut ressentir ce stress. L'important, c'est pas est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va en faire. Moi, s'il y a bien un conseil que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est plutôt rentrer dans une démarche j'agis, je fais. Quitte à se tromper, quitte à faire des erreurs. Il y a des entrepreneurs, ils se sont lancés, ils ont fait pas mal d'erreurs, et c'est OK. Il faut dire c'est OK. Par contre, ne pas dire je veux m'orienter quelque part et je ne fais rien. Être dans une forme de passivité et ne pas s'engager dans ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est important. Ensuite, si on n'a pas toutes les compétences au départ, et c'est tout à fait normal parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, eh bien, on va les apprendre, on va aller les chercher sur le terrain. L'important, c'est pas d'attendre qu'elles viennent vers nous, mais plutôt à nous de faire quelque chose pour aller de l'avant. Ça, c'est un point important. Ensuite, si on doit surmonter des obstacles, on n'a pas toujours toutes les compétences et les clés qu'il faut. Et le préparateur mental, il va être là aussi pour l'aiguiller, le questionner et lui apporter parfois des outils. Ça peut arriver, on donne des outils pour aider à réguler un petit peu plus les émotions, par exemple. Ça peut aider pour la gestion du stress. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Mais on va aussi parler de motivation, leadership. On va parler d'un certain nombre de clés qui sont essentielles et qui sont indissociables de ce que l'entrepreneur, l'étudiant ou le sportif va faire et le contexte dans lequel il va évoluer. Ok, merci beaucoup. Là, on va faire un petit parallèle entre le sport et le business. Donc, on aimerait savoir comment la mentalité d'un athlète de haut niveau peut inspirer un entrepreneur ou bien un étudiant. Comment sa préparation mentale peut-il inspirer dans la vie? Déjà, je pense qu'au niveau du sport de haut niveau, il y a un certain nombre déjà de valeurs qui sont présentes et qui sont vraiment intrinsèques à chaque sportif. La première, c'est le don de soi, déjà, parce que on passe énormément de temps à s'investir en tant que sportif. Et s'investir en tant que sportif, ça veut dire que du matin au soir, eh bien, on va mettre en place une stratégie pour s'orienter vers un grand projet, que ce soit championnat de France, du monde ou même les JO. Quand on s'oriente vers ce projet, l'important c'est garder en tête que ce projet-là, c'est celui qui nous guide, qui nous emmène. Ça, c'est important. La deuxième, c'est le dépassement. Forcément, lorsqu'on se retrouve en tant que sportif, eh bien, on va être amené à fournir un certain effort. Cet effort-là va nécessiter une endurance sur du long terme, forcément, que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi mental. On va parler d'endurance cognitive, par exemple. C'est la capacité à répéter un certain nombre de situations et à limiter les effets de la fatigue et à apprendre à mieux les gérer, les réguler, par exemple. On peut avoir une fatigue physique, mais on peut aussi avoir une fatigue mentale. Ça arrive très régulièrement. Chez les étudiants, c'est aussi le cas. À force de réviser, on peut être plus fatigué, ressentir une baisse de régime, un manque de motivation ou une baisse de motivation. Eh bien, ça va être plus difficile de s'engager. Le sportif, lui, il apprend au fur et à mesure de sa carrière à gérer ces différentes situations.
gérer des situations d'entraînement difficiles, gérer une baisse de résultats, avoir aussi en compétition une pression parce qu'il a la perception que l'autre est meilleur que lui, qui est parfois vrai ou pas. Il va falloir apprendre à comprendre un petit peu mieux son environnement, prendre conscience de ce que lui peut apporter et qui il est vraiment, en essayant un petit peu de prendre du recul vis-à-vis de qui sont les autres. C'est-à-dire essayer de prendre ce qu'il y a de bon chez les autres, de se l'approprier et de pouvoir, selon notre façon de travailler, notre façon de fonctionner et qui nous sommes, avancer plus sereinement dans cette direction. Ok, merci. Prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est dans le sport, je le sais puisque bah, par exemple moi j'ai fait de la boxe et pendant un moment je stagnais sur mes résultats parce que je m'entraînais beaucoup trop et du coup mentalement j'arrivais plus à suivre. On m'a dit de faire une pause, etc. et de revenir ensuite pour donner le meilleur de ma performance. C'est ce que j'ai suivi ce conseil et ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que des conseils comme ça, des techniques comme ça que les sportifs utilisent peuvent s'appliquer à l'entrepreneuriat ou pour un étudiant, par exemple? Absolument, absolument. Pour avoir eu l'opportunité de travailler à la fois dans le monde entrepreneurial et dans le monde étudiant, tout aussi bien que le monde sportif, je pense qu'on est tous amenés à se dépasser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va s'investir, passer des diplômes, ça veut dire faire des examens, ces examens-là vont naturellement nous mettre une certaine pression. Cette pression, si elle est répétée, 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 et qu'on n'a pas appris à la gérer ou à la réguler, eh bien ça va devenir problématique. On parle par exemple de stratégie de coping. Stratégie de coping, c'est notre capacité à surmonter, à faire face à une situation. Est-ce que émotionnellement on arrive à la gérer? Oui, non. Si on n'arrive pas à la gérer, de quelle façon on va gérer cette émotion qui se présente à nous? Est-ce qu'on a réussi à l'identifier déjà? C'est déjà un point clé. Ensuite, est-ce qu'on est capable de la comprendre, de mieux la réguler ou de l'exprimer de façon différente? Parce que parfois, exprimer une certaine émotion, ça peut être acceptable ou pas acceptable dans un contexte donné. Si d'un seul coup, on se met à péter les plombs au milieu d'un examen ou lors d'un oral face à un jury, ça va être peu acceptable. Par contre, si on a besoin, nous, de l'exprimer, de le gérer à côté et de pouvoir se décharger avant, ça peut être un bon moyen aussi de se libérer un peu de cette émotion pour pouvoir être plus performant derrière. Ensuite, pour ce qui est de la relation au sport lui-même, ça va dépendre du sport. Ça va dépendre de l'entrepreneur. Là, tu évoques la partie boxe. Boxe, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler la récupération. Il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés en préparation mentale et en psychologie du sport qui vont aider justement à ça. Faciliter la concentration, l'attention, la récupération, qui, dans un contexte donné, vont permettre de prendre plus d'informations en même temps, vont permettre aussi de mieux s'adapter à une situation, réguler aussi ses émotions lorsqu'elles se présentent, et parfois dire la stratégie que j'aimerais mettre en œuvre, eh bien, elle nécessite forcément à un moment donné, comme tu l'as vécu, des fois de faire une pause. Et la pause est nécessaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on arrivait à un moment où on était en phase de saturation, que la production n'était pas suffisamment là. Et il faut savoir que c'est sur du long terme. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au top niveau à 100% tout le temps. Voilà. Il n'y a jamais une progression linéaire chez les sportifs ou aussi bien chez un entrepreneur. On va être tous fait un petit peu de haut et de bas. L'important, c'est d'être le plus stable possible. Et donc, au fur et à mesure des rencontres, nos expériences et des intensités qu'on va vivre, déjà, c'est apprendre à s'écouter. S'il y a bien un conseil que je peux donner déjà, c'est on s'écoute. Est-ce que là, moi, je suis en mesure de continuer? Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Et est-ce que cet enjeu me permet d'avoir quelque chose d'important pour moi? Quelque chose qui va m'aider, d'utile, dans lequel j'ai envie d'aller. Et puis, à la fois apprendre à s'écouter, mais aussi apprendre à écouter les autres. Parce que les autres, des fois, nous donnent des conseils qu'on est prêt ou qu'on n'est pas prêt à entendre. Il y a certains moments, des personnes qui nous donnent des conseils qui sont tout à fait judicieux et pertinents, mais ce moment-là n'est pas adapté. Parce que on n'est pas dans le mood, quoi. On a des émotions qui viennent, on est dans un tout autre état d'esprit, et forcément, à ce moment-là, quand ils nous partagent leur avis, leur point de vue, on a peu ou pas envie de les écouter. L'important, c'est faire un petit pas de côté de temps en temps et de se dire on m'a dit ça, qu'est-ce que j'en pense? Et comment après moi je vais décider d'agir? Ok.
Merci. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent du coup à la préparation mentale, que ce soit pour leurs employés, etc. Euh, Selon vous, pourquoi cette approche elle devient incontournable, comme je pourrais dire, dans le monde du travail? Est-ce que vraiment elle a un impact réel sur les employés ou est-ce que c'est juste une mode ou un truc comme ça? Alors, je vais te répondre un petit peu des deux. Alors oui, c'est un petit peu une mode. C'est surtout que dans le monde de l'entreprise, parce que là, tu évoques un peu plus le monde de l'entreprise, on se retrouve avec parfois un système de reproduction de ce qui se faisait par le passé. C'est-à-dire une hiérarchie verticale où on donne des informations et les autres les exécutent. Bah, le monde du travail est en train de changer. Les formes de management, et je mets bien des guillemets sur management parce que c'est un mot qui veut à la fois tout et rien dire et tout le monde l'utilise, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est surtout comment on va réussir ensemble dans une direction. Je pense que c'est surtout ça le plus important. Et que les entreprises sont soucieuses à la fois du bien-être de leurs salariés, et de plus en plus, et en même temps sont soucieuses que elles soient productives, ces équipes. Parce que l'important pour une entreprise, c'est faire du business. Hein. Il ne faut pas dire les choses autrement. C'est que l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est qu'à la fois ses équipes elles se sentent bien, mais aussi qu'elles avancent ensemble vers une direction pour développer un projet et grossir, recueillir de nouveaux salariés et puis continuer dans cette logique-là. Moi, s'il y a bien trois champs d'activité sur lesquels on nous oriente de plus en plus, c'est une thématique récurrente, c'est dans le bien-être, on parle souvent de stress, on parle souvent d'émotions. Et dans l'entreprise, des fois, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Ou alors, si on en parle, on le survole. Tout simplement parce que des fois, on n'est pas en sécurité vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis des personnes avec qui on travaille. Parce que c'est notre manager, parce que on a peur du jugement aussi que les autres pourraient avoir sur ce qu'on va faire. Et donc, mon travail il va surtout consister à créer de la relation aussi entre ces individus, à ce qu'ils aient envie de partager, échanger, travailler ensemble. Et puis d'enclencher aussi une certaine dynamique aussi au niveau de ce groupe. On va prendre différentes formes de dynamique. Euh, on veut travailler sur un projet, tout le monde n'est pas forcément compétent pour travailler sur le projet. Mais comment on va répartir les tâches et faire en sorte que ça fonctionne bien entre nous. Donc ça passe par la communication. Euh, des étudiants qui sont ensemble, euh, parfois ne communiquent pas ou peu. Ça devient compliqué parce qu'on a envie de faire des choses, mais on n'en parle pas. On le terre un petit peu sous le tapis en se disant on va faire grossir le tapis. Si le grossit il est suffisamment haut, on se dit oh là, faut peut-être faire quelque chose. Et puis, de l'autre, c'est un peu pareil dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on dissimule un certain nombre de choses parce qu'on ne se sent pas en confiance vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Déjà, donner un petit peu de soi, ça devient plus difficile quand on est dans un contexte de travail. Il faut apprendre à faire confiance. Et apprendre à faire confiance, ça prend du temps. Et le temps, ça se construit avec les relations qu'on a, les travaux qu'on met en œuvre. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Ok, merci. De ce que vous nous dites, je vois un peu de parallèle avec le sport. Je prends par exemple des sports collectifs comme le foot. On sait que dans le foot, il y a différents postes et que tout le monde ne peut pas faire, peut pas jouer en attaque, peut pas jouer au milieu, etc. Et donc, en entreprise, on retrouve aussi une coordination comme dans le sport, en fait. Donc, est-ce que dans la préparation mentale, les similitudes entre le sport et l'entreprise sont pas grandes en vrai? Alors là, tu évoques le football. Le football se structure aujourd'hui, les fédérations, de façon globale, se structurent autour de l'accompagnement psychologique. Là, il y a un pôle qui a été créé, qui est Clairefontaine, par exemple pour le football, où ils réfléchissent justement à une stratégie, à comment on peut développer les habiletés, donc les compétences de base dans le monde du sport, créer des échanges, des partages d'expériences qui peut exister dans le sport de haut niveau, et comment on va pouvoir accompagner les entraîneurs à intervenir différemment ou à prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Et parfois, les entraîneurs, comme tout le monde, hein, comme un entrepreneur, quand on se retrouve la tête dans le guidon, eh bien, on a du mal à regarder ses rétroviseurs et encore moins à avoir un plan beaucoup plus large. Donc, mon rôle, finalement, ça va être d'ouvrir un petit peu ce champ d'action. C'est quelles sont les perspectives nouvelles qu'on peut envisager, quel regard différent on peut avoir de la situation,
et comment on va pouvoir envisager de nouvelles solutions ou conserver des solutions actuelles dans le temps que nous avons pour pouvoir travailler. Et le business, c'est exactement la même chose. Le business, c'est comment on va fonctionner, travailler ensemble, envisager de nouvelles perspectives, sans jamais se dire on a réussi, on s'arrête et on reste sur les acquis qu'on a déjà eus. Mais plutôt comment on va réussir à se renouveler en permanence et que les équipes vont continuer à rester productives, rentrer dans une démarche d'autonomie avec le développement des compétences, des formations aussi qui peuvent être apportées auprès des salariés, des managers, pour les aider eux aussi à gérer de plus en plus de situations complexes et être plus performants pour la suite. Ok, merci beaucoup. Donc là, on parle un peu de la structure. Quand on parle de préparation mentale, les gens ont souvent tendance à penser au stress, lié souvent au résultat. Comment un athlète, un entrepreneur ou bien même un étudiant peut mieux gérer la pression liée au résultat dans son domaine? Alors là, tu évoques la pression au résultat. Moi, si je devais faire un parallèle, c'est que le résultat, c'est une chose, mais le résultat ne dépend pas forcément de nous. Le résultat, c'est un moment clé qui s'est passé dans un contexte déterminé, c'est une seule fois. Ce qui est important, je pense, c'est plus s'orienter vers ce qu'on appelle la maîtrise. Qu'est-ce que je suis, oui ou non, capable de faire? Est-ce que telle ou telle action, je suis capable de le faire? Et si je suis confronté à un obstacle, à un échec, et ça va arriver de nombreuses fois, la question qu'il faut plutôt se poser, c'est cet échec, il est là, j'en ai pris conscience. L'important, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Quels sont les points forts que j'ai pu mettre en œuvre lors de cet échec et quels seraient les points d'amélioration nécessaires. Et si on s'oriente sur la maîtrise, ça va être quels sont les éléments qui étaient attendus pour la réussite de l'examen, pour le rendu du projet, pour aller chercher des financements, pour se développer, ou même lors d'un entretien d'embauche. Et est-ce que j'ai répondu aux attentes par rapport à ce qui était demandé? Est-ce que ces attentes, c'était lors d'un examen simplement redicter le cours? Il y a certains enseignants, ce qu'ils attendent, c'est on rédige au mot près et de répondre, j'ai appris, je reproduis. Ou bien, il y a une capacité de réflexion qui est attendue. Capacité de réflexion, c'est de se dire, est-ce que je me suis posé les bonnes questions au bon moment et est-ce que j'avais une maîtrise totale de l'ensemble des sujets. Ce qui est bien, c'est d'identifier ses points forts, mais identifier aussi ses points de construction et de savoir les mesurer. Les mesurer, on peut utiliser une échelle, un pourcentage, et de se dire, voilà les compétences qui étaient attendues. Sur l'ensemble des compétences où je devais être à 100%, je sais que maintenant, dans la stratégie, là, sur celui-ci, j'étais à 80%. J'avais 20 points à aller chercher. Ces 20 points, c'est ceux qui m'ont pêché et qui m'ont empêché d'avoir le résultat qui était attendu. Et si on met en œuvre une stratégie, que les compétences, on met en œuvre toutes les capacités qui sont nécessaires en vue de la réalisation de l'objectif, et qu'on s'oriente, et qu'on s'investit, et qu'on se donne les moyens vers cet objectif, eh bien, je pense que le résultat va en découler. Mais encore une fois, le résultat dans le monde sportif, il ne dépend pas forcément que de nous. Et dans le monde entrepreneurial, c'est pareil. On a beau s'être mis à 100%, à 200%, on était ultra motivé, on a tout fait pour que ça marche. On a beau avoir un projet qui tient la route, peut-être que l'entreprise concurrente, elle avait un projet qui tenait elle aussi la route et que son projet a été sélectionné et pas le nôtre. L'important, c'est pas de se dire elle est meilleure que nous, ou si elle l'est, quels sont les points clés que moi je dois développer pour être plus performant, mais surtout apprendre à rebondir. Apprendre à rebondir, c'est fondamental. Très souvent, on a un échec, on se dit que j'ai eu un 5 sur 20, comment je vais faire? La question, c'est pas j'ai eu 5 sur 20, c'est ça ne me définit pas en tant que tel. Ce n'est pas moi, c'est une note à un moment T dans un contexte particulier. L'important, c'est qu'est-ce que je savais à ce moment-là, quelles compétences j'ai acquises, quelle habileté j'ai peut-être développée à ce moment-là, et qu'est-ce qui me reste encore à faire, et comment je vais m'y prendre. Ok, merci. Donc, on a parlé du coup du sport et de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai noté que vous avez dit que donc dans ces deux domaines, ça dépend pas forcément de nous, le résultat. Je vais encore prendre l'exemple de la boxe parce que c'est un milieu que je connais bien. Par exemple, lors d'une défaite,
par un boxeur qui a un bon palmarès à une première défaite, on peut avoir des troubles post-traumatiques. Un entrepreneur, par exemple, qui a un mois un peu plus bas que les autres ou des problèmes financiers ou quoi qu'est-ce, comment il peut éviter ce qu'on appellerait le burn-out et comment il peut rebondir par rapport à ça dans le milieu mental? Alors déjà, il me paraît important de faire une distinction entre la dépression et le burn-out. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Dans le cadre des accompagnements que je vais proposer, moi je vais être juste là pour identifier et détecter si à un moment donné une personne se situe ou non dans une dépression ou un burn-out. On ne va pas penser à éviter le burn-out parce que la situation elle est déjà là. Par contre, on peut intervenir en prévention du burn-out. C'est-à-dire comment on va mettre en place toutes les conditions favorables pour faire en sorte que l'individu, dans son environnement, et pour lui, se sente bien. Ça, c'est important. Ensuite, une fois que j'ai identifié que la situation nécessitait un accompagnement plus approfondi, bah moi, je vais l'orienter plutôt vers un psychologue du sport, qui lui va pouvoir répondre à cette dépression, à ce burn-out, et apporter des solutions qui vont aller sur du plus long terme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le métier de préparateur mental, il va surtout être là pour à la fois être en mesure d'identifier quelles sont, nous, nos compétences et de quelle façon on peut agir. Parce qu'il faut aussi préciser que c'est important de dire je suis incompétent et que c'est pas quelque chose de mauvais de dire que je suis incompétent. Mais c'est surtout de se dire si je ne le suis pas, qui peut m'aider? Vers quelle personne je vais orienter cette personne qui sera plus compétente que moi et qui va travailler avec elle. J'ai rencontré quelques sportifs qui étaient en phase de dépression suite à des blessures ou suite à des résultats qui étaient très importants. Et il y avait d'autres phénomènes autour qui faisaient que l'athlète était dans de mauvaises conditions. Ben, j'ai orienté ces personnes vers un psychologue. Parce que ce n'est pas mon champ d'activité, ce n'est pas mon domaine. En revanche, sur la prévention, bah oui, on va essayer de mettre en œuvre le bien-être. Ça veut dire quoi aussi pour le cadre de vie dans lequel évolue le sportif? Est-ce qu'il y a des règles de vie plus favorables dans lesquelles évolue l'athlète ou même les étudiants qui vous permettent de vous sentir bien, épanoui, accompagné, guidé? Est-ce que vous pouvez avoir une personne qui peut vous soutenir aussi ici dans votre structure ou dans l'univers d'un sportif? Est-ce qu'on a des parents qui sont très présents dans le cadre sportif et qui nous accompagnent et qui peuvent nous aider, qui peuvent juste nous écouter et pas forcément entrer dans une forme de jugement ou de conseil, mais simplement dire je suis là pour faire un petit bloc, je compresse un petit peu tout ça, c'est ton moment de décharge émotionnelle, vas-y, libère-toi, et puis on passe à autre chose derrière, sans jugement, vraiment avec bienveillance, et écouter ce qui est en train de se passer. Et puis, dans le cadre d'une entreprise, on va s'intéresser aussi aux relations qui existent dans la sphère professionnelle, la communication qui existe, s'il y a des conflits ou non dans l'entreprise, eh bien, ça va amener une personne à s'épanouir de façon plus ou moins importante dans le milieu professionnel. Mais en revanche, on ne sera jamais à 100% sûr que cette personne n'aura pas d'autres phénomènes autour qui vont se produire, qui va influencer le burn-out ou la dépression. Donc c'est important, c'est de rester alerte et puis de questionner. Dans le cadre sportif, on met en œuvre par exemple une petite routine où on pose quelques questions aux sportifs sur leur bien-être pour s'assurer que tout va bien. Donc on prend en compte déjà l'état de fatigue par rapport aux sportifs. Est-ce qu'il ressent peut-être des douleurs particulières quelque part? Est-ce qu'il se sent plutôt bien, épanoui, heureux? Quelles sont les émotions qui peuvent traverser cette personne à ce moment-là? Et on fait cette petite routine soit de façon journalière, soit deux, trois fois par semaine, permettant un petit peu d'avoir une orientation et une ligne directrice pour le sportif, mais aussi du groupe dans lequel il va évoluer. Ok, merci. Donc j'ai noté une chose importante que vous avez dit, donc que la préparation mentale, c'est pas forcément pareil que la psychologie. Donc c'est deux choses complètement différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux la différence entre du coup le métier de préparateur mental et avoir un suivi psychologique? Alors, dans le cadre de la préparation mentale, on va avoir un suivi psychologique, dans tous les cas. Ce qui va différencier, c'est la forme d'accompagnement et ce qu'on va apporter auprès du sportif, de l'entrepreneur. Mon rôle,
il va consister à développer les compétences du sportif et à identifier quels sont les leviers d'action. Les leviers d'action, c'est l'environnement, c'est lui, les habiletés sur lesquelles il va pouvoir travailler. Dans le cadre de la dépression, qui est considérée comme une maladie, là, ça ne s'adresse pas auprès d'un préparateur mental, mais auprès d'un psychologue. C'est-à-dire que cet individu a besoin peut-être de travailler un peu plus sur son passé, travailler un petit peu plus sur qui elle est, comment elle souhaite fonctionner et trouver un petit peu plus ses failles en profondeur et travailler sur du plus long terme. Le préparateur mental, bien qu'il va travailler sur du court, moyen ou long terme dans le cadre d'une saison sportive ou auprès du sportif lui-même, on va travailler que dans un cadre déterminé. Pour te donner un exemple concret, on va d'abord faire un entretien avec le groupe ou un entretien avec le sportif. On va déterminer avec lui quelles seraient les orientations, les préconisations de travail sur lesquelles on peut aller. Est-ce qu'on va travailler sur les compétences émotionnelles? Est-ce qu'on va travailler plutôt sur les compétences cognitives? Est-ce qu'on va travailler plus sur la régulation du stress, l'anxiété, etc. Et qu'une fois qu'on a la motivation, le leadership, sa capacité à s'affirmer, et une fois qu'on a identifié ça, eh bien, on va mettre en œuvre un plan de travail en concertation avec lui sur plusieurs sessions dans lequel on va amener cette construction avec lui. Dans le cadre du suivi avec un psychologue, la démarche sera un petit peu différente, puisque ce qu'on attend plutôt, c'est d'essayer de trouver des solutions internes pour permettre à l'individu d'avancer. C'est surtout ça. Et on va apporter des éléments psychologiques qui seront différents de celui d'un préparateur mental. Moi, mon rôle, il va surtout être de travailler compétence après compétence dans un cycle, dans une saison, avec un sportif, et lui permettre d'y arriver. Un exemple sur un groupe sur lequel on a travaillé sur l'efficacité collective. L'efficacité collective, ça veut dire quoi? C'est comment permettre une certaine cohésion en vue de la réalisation d'un objectif et de travailler, de fonctionner ensemble. Très souvent, on se dit si les gens s'entendent bien, si y a une bonne relation entre les personnes, eh bien ils vont de toute façon bien travailler ensemble. Eh bien c'est deux choses différentes. On va parler de cohésion sociale. Cohésion sociale, c'est les relations qui existent entre les individus, l'ambiance. C'est toujours agréable d'arriver dans un environnement dans lequel tout se passe bien, les gens parlent bien, communiquent entre eux. Mais on va aussi s'intéresser à comment ils vont travailler entre eux. Et des fois, on sait très bien s'entendre, mais dès qu'on doit bosser ensemble, là, ça devient plus compliqué. Concernant les étudiants, on arrive très souvent à s'entendre, mais difficilement à travailler. Parce que on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Et mon rôle, dans le cadre de ce que j'avais construit avec cette équipe, ça avait été de nourrir un petit peu les rôles et les responsabilités de chacun, d'établir un petit peu des règles de vie de groupe dans lesquelles chacun se reconnaissait, et de quelle façon ils allaient travailler individuellement et collectivement sur un projet, sur une saison sportive. Et là, ils ont dû, comment on travaille? Déjà, quelles sont les compétences que j'ai, que je n'ai pas? Si j'ai besoin de travailler à mon poste, est-ce que je connais bien mon poste? Est-ce que je connais le rôle et les responsabilités des autres? Et parfois, on se rend compte qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas du tout. Même dans le fonctionnement d'une structure comme une école, des fois, on ne connaît pas toutes les personnes qui sont présentes dans l'école. On ne connaît pas leur rôle, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent nous apporter, à quel moment. Est-ce que certains, lorsqu'on a besoin de prendre des décisions pour s'orienter vers notre avenir, sont là? Et si elles sont là, qui sont-elles? Est-ce qu'on a été capable de les identifier? Et à partir de ce moment-là, bien savoir quel est notre champ de compétences respectives. Et mon champ à moi, ce sera surtout de accompagner l'athlète à la réalisation d'une performance dans un temps donné. Ok, merci beaucoup. Donc on a parlé un peu vous avez parlé un peu de la cohésion d'équipe. Est-ce que le travail de leadership mental, est-ce que ça peut aider un chef d'entreprise justement à faire à faire tourner une bonne cohésion au sein des employés de son entreprise? Alors, le leadership, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité d'influencer, de mener, de guider et de motiver un petit peu ces équipes qui ont une vision commune. Ça, déjà, c'est important de bien le préciser. Et
lorsqu'on se retrouve avec ce leadership, certains ont plus ou moins développé cette capacité. Certains disent c'est inné, moi je ne pense pas. Je pense que c'est une construction avec le temps et qu'il faut passer par un certain nombre d'étapes où on était confronté à des expériences variées et parfois difficiles. Des obstacles qui nous ont appris à nous sortir un tout petit peu plus de notre zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est très beau sur le papier, mais dans les faits, se lancer à l'aventure, c'est compliqué. Tout simplement, c'est comme partir en avion. Quand on part en avion, on a un bagage, puis il est plus ou moins gros. On emmène avec nous nos expériences, les relations avec nos amis, les relations avec nos parents, nos blessures passées, et on doit vivre avec et l'emmener avec. Et ça, c'est important. Et la capacité à mener, à emmener, à motiver un certain nombre d'individus, déjà, ça fait un peu référence à notre capacité à avoir des bonnes relations aussi avec notre entourage. Et certains ont envie de mener, mais n'arrivent pas à faire l'unanimité. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle le leadership partagé, c'est-à-dire quelles seraient mes compétences à moi en tant que leader, dans lequel je vais pouvoir mener à bien dans une certaine dimension. J'ai ces compétences-là pour mener ce projet sur telle partie, et c'est là-dessus que je vais prendre un petit peu plus le lead. Je vais mener un petit peu plus le groupe dans cette direction. Je pense qu'en tant qu'étudiant, vous avez dû déjà avoir des projets à réaliser et que certains se sentaient peut-être plus à l'aise pour communiquer les résultats du projet, d'autres plus à l'aise pour la partie rédactionnelle, d'autres pour la partie synthétique, où on doit rassembler les différentes idées, d'autres pour mener à bien le brainstorming que vous allez avoir entre vous, pour pouvoir déceler les idées qui vont être développées dans le projet. L'idée, c'est plutôt de dire quelles sont, moi, mes forces, et de quelle façon je peux devenir ce leader, et est-ce que ce leader-là, il est aussi reconnu par les autres? C'est ça le leadership partagé. C'est-à-dire à la fois, j'ai cette capacité à mener, j'ai cette capacité à motiver, mais on se rend compte aussi que c'est aussi les autres. C'est-à-dire que les autres ne reconnaissent pas forcément cette capacité. Donc ils ne vont pas accepter de se laisser guider. Donc il faut à la fois mener, mais que les autres aussi nous suivent. Et s'il y a bien une chose qui est importante pour un entrepreneur comme un sportif, c'est une vision à long terme. C'est-à-dire à partir du moment où on se lance dans un projet, il faut avoir une vision à long terme. Pour quelle raison? Pourquoi j'ai envie de me lancer? Qu'est-ce qui me pousse à avancer? Et une fois que j'ai cette dimension-là, on va réussir à rassembler des personnes qui partagent cette vision avec nous et qui ont envie d'aller dans la même direction. Et au fur et à mesure des expériences, on va prendre de plus en plus d'assurance. On va pouvoir lancer des projets plus facilement. Mais il faut se confronter. Tant qu'on ne rentre pas dans une démarche d'action, ce sera très très difficile de dire je suis leader. Moi je peux dire que je suis leader au fond de ma cave. Je suis leader pour ranger mes petites choses à moi. Par contre, dès qu'il va falloir lancer quelque chose, si je ne me déplace pas, si je n'y vais pas, je ne vais pas rencontrer des entrepreneurs qui sont déjà lancés, je ne vais pas rencontrer des entreprises et essayer de comprendre comment elles fonctionnent, ça va devenir très difficile d'apporter des conseils et encore moins d'incarner cette posture. Et je parle d'incarner cette posture parce que c'est vraiment quelque chose qui est en nous. Et c'est quelque chose qu'on peut développer. Tout le monde peut être le leader de demain. Il n'y a aucune personne qui peut se dire non, moi je ne suis pas un leader. S'il va l'être à un moment de sa vie, dans un contexte déterminé, où il aura une aura, une représentation des autres, que les autres reconnaîtront aussi cette plus-value, et dans lequel il va pouvoir agir plus facilement. Merci beaucoup. Donc le leadership partagé, moi je trouvais ça très intéressant. Je vais encore prendre un exemple footballistique, mais par exemple, on sait que pendant la mi-temps d'un match, quand on se retrouve dans les vestiaires, dans les moments filmés, on peut s'apercevoir qu'on a l'entraîneur qui parle, le sélectionneur, il parle à ses joueurs, mais on a aussi le capitaine ou même certains joueurs qui parlent dans le vestiaire et qui aident à en quelque sorte remotiver l'équipe. Est-ce que le leadership du coup partagé, comme vous nous l'avez si bien expliqué, est-ce qu'il peut aider à maintenir une motivation forte sur le long terme, malgré les échecs, que ce soit de perdre à la mi-temps ou un produit qui s'est mal lancé pour une entreprise? Est-ce que ça peut aider à garder une motivation? Alors, il y a plusieurs choses là que tu viens de me dire. Là, tu me parles du discours d'entre-match, où ils se retrouvent dans les vestiaires et où l'entraîneur va prendre la parole.
très souvent filmé, très souvent partagé ensuite en masse sur les réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est comment ça a été construit au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que effectivement, l'entraîneur a une place importante. Et dans la relation qu'il va avoir avec ses athlètes, dans la relation qu'il va avoir avec les joueurs au football, bah, c'est ça qui va déterminer si oui ou non il va avoir un impact sur le groupe ou sur le joueur. Ça déjà c'est important. Donc c'est construire déjà la relation qu'il va avoir avec le groupe. Décontextualiser, oui, on peut avoir un discours très motivant mais qui n'aura aucun impact. Parce que on connaîtra mal ses équipes, on connaîtra mal les joueurs, et que peut-être à ce moment-là, bah, vouloir parler fort, vite, ou donner de l'impulsion, c'était peut-être pas le bon moment. Donc, prendre du recul vis-à-vis de la situation, je pense que c'est déjà important. On connaît ses équipes, et apprendre à les connaître, bah, ça prend du temps. Et au début, bah, on cherche un petit peu. On cherche à comprendre comment l'équipe fonctionne et comment l'entraîneur fonctionne. Et des fois, il y a des dysfonctionnements. Parce que l'équipe aime bien fonctionner comme ça, mais l'entraîneur aime bien fonctionner autrement. Donc c'est comment on va trouver un terrain d'entente pour à la fois permettre que chacun ait sa place et de reconnaître aussi la place du leader. Le leader dans ce que tu évoques, dans le discours d'entre-match, bah, ça va être l'entraîneur. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. C'est-à-dire peut-être que ça va être le capitaine qui va prendre la parole. Peut-être que ça va être un des joueurs qui va prendre la parole. Dans le cadre du leadership partagé, bah, on peut savoir un petit peu plus dans quel ordre on va prendre une place plus importante et devenir leader. Exemple, on peut être leader motivationnel. Tu parlais de motivation. Le leader motivationnel, c'est celui qui va être très fort pour pousser ses équipes, les encourager, les amener à se dépasser, ou au contraire, à dépasser une situation qu'ils ont rencontrée. Ils se sont pris 3-0 à la première mi-temps, discours motivationnel pour repartir et être sur des bonnes bases pour la suite. Ensuite, on va peut-être avoir une personne qui va être plus le task leader, c'est-à-dire le leader de tâche. Celui qui va nous orienter sur quoi faire, comment et à quel moment. Bah, dans le jeu, peut-être que toi, tu devrais intervenir plutôt comme ça. Peut-être que là, dans l'orientation à la stratégie de jeu, c'est plutôt de cette façon-là qu'on va l'organiser. C'est une personne qui a déjà une reconnaissance de l'ensemble de ses pairs et qui, quand elle prend la parole, elle est écoutée, soutenue et qui va avoir envie d'agir pour lui. Ça, c'est important. Après, on a le leader social. Leader social, bah, c'est celui qui aime bien amener une bonne ambiance dans le groupe. On a toujours un auprès des étudiants qui est un peu plus joyeux, qui aime bien faire la fête et qui apporte cette cohésion aussi sociale dans le groupe. Et c'est important aussi d'avoir ce circuit-là. Et puis, après, on peut avoir aussi un leader qui est, on va appeler le leader externe. C'est celui qui va entretenir des relations avec les structures. Exemple, les étudiants, est-ce que vous allez tous voir vos chargés de mission, vos responsables pédagogiques, ou est-ce qu'il y a plus une personne qui prend les devants et qui aime bien partager, ça peut être un délégué de classe par exemple, qui va venir et qui va partager l'information auprès de la structure. Bah, dans le cadre du sport, c'est pareil. On va avoir peut-être une personne qui va plus être le messager du groupe vis-à-vis de l'entraîneur pour faire remonter un certain nombre d'informations qui sont utiles et qui permettraient d'avoir un bien-être plus important au sein du groupe, une meilleure ambiance ou tout simplement une autre façon de fonctionner pour avancer ensemble. Ok, très bien, merci. Donc, on va parler un peu plus de l'entrepreneuriat. Donc, au moment de la création de votre entreprise, c'est quoi les grandes difficultés que vous avez pu rencontrer et comment vous les avez surmontées en soi? Bah, comme je te le disais tout à l'heure, je me suis retrouvé à lancer mon entreprise fin 2019, lancement officiel 2020. 2020, en février, j'ai lancé l'entreprise. Euh, Quelques jours plus tard, il paraît qu'il y a eu une grande crise nationale qui s'appelle le Covid-19. Eh bien, le- à ce moment-là, j'avais des prospects, des clients qui étaient prêts à me suivre, qui voulaient travailler avec moi, avec qui j'avais déjà pu travailler, qui étaient intéressés pour poursuivre cette aventure en tant qu'entrepreneur avec les équipes que j'avais rassemblées autour de moi. Et du jour au lendemain, tout le monde m'a dit non. Parce que, première raison, on était dans un contexte d'incertitude. On ne savait pas ce qu'allait devenir l'entrepreneuriat de demain, on ne savait pas comment allait évoluer la crise sanitaire. Et donc chacun était à la fois dans une certaine forme d'anxiété, pardon,
Et cette forme d'anxiété, elle était plus ou moins collective. Et on n'avait pas envie de s'investir. On n'avait pas envie de développer. Certains ont pu le faire, et moi, c'est ce que j'ai pris le temps de faire à ce moment-là. C'est-à-dire me poser les bonnes questions, me dire, OK, c'est pas le bon moment, trouver des prospects, c'est pas actuel. Comment je vais remettre en place ma stratégie, mon projet, et de quelle façon je vais m'y prendre pour aller chercher des canaux d'acquisition de nouveaux prospects. Trouver un nouveau prospect, c'est bien de le trouver, mais c'est aussi le garder. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes. C'est un, j'essaie de le trouver. Ensuite, il accepte de rester avec moi, ça devient un client. Et après, c'est comment je fidélise ce client. Et il fallait que je réfléchisse un petit peu à ces différentes étapes, tout en orientant aussi sur la nouvelle réglementation des organismes qui interviennent en formation. La démarche Datadoc, ça s'appelait comme ça avant, la démarche Calliope maintenant. Tout organisme certifié doit s'orienter et devenir un organisme Calliope pour montrer qu'il met bien en œuvre un certain nombre de règles administratives et d'organisation, mais aussi que le projet et ce qu'il va apporter en termes de contenu de formation est cohérent par rapport à la thématique qui est abordée. Tout ça, ça a été le bon moment de le faire. Bah oui, parce que en tant qu'entrepreneur, on a eu la chance de pouvoir continuer à sortir, d'aller à la rencontre des prospects. Et c'est là qu'on a découvert que plutôt que d'aller sur une rencontre physique, tiens, webinaire, ça a l'air sympa. Le podcast, ça a l'air super sympa. Si on se mettait à proposer des choses en distanciel, comment on pourrait proposer de la communication synchrone et asynchrone, communication en visio. Tiens, ça peut être sympa de discuter en visio. Si on se parlait à des kilomètres et des kilomètres. Et de plus en plus, j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs, des sportifs qui ont voulu travailler aussi dans cette dimension-là avec moi, à la fois en présentiel, mais aussi surtout en distanciel au début. Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'important, c'est la relation qu'on a avec les autres. Donc le distanciel, c'est bien. Le présentiel, c'est génial. Et que je ne peux que vous encourager tous et toutes à vous rencontrer, à échanger, à discuter, à mettre de côté un petit peu son téléphone portable et le mettre en sourdine pour vraiment prendre le temps de discuter avec les personnes avec qui on va partager les relations pour aller plus loin. Merci beaucoup. Du coup, à l'heure actuelle, du coup, on va pas reparler du lancement, mais à l'heure actuelle, entre l'accompagnement des clients, la gestion de l'entreprise, etc., comment vous trouvez un moyen d'équilibrer votre temps et votre énergie selon les situations? C'est bien que tu me poses la question parce que je me pose encore la question. Pendant très longtemps, j'ai voulu m'investir à 300%. Parce que c'était mon entreprise, donc je me suis dit, il faut que je me lance, faut que je développe, il faut que je puisse apporter des choses nouvelles et qui intéressent aussi les prospects avec qui je veux travailler. Et donc, l'une des choses que j'ai constatées, c'est que je partais un peu dans toutes les directions. J'ai travaillé sur de nombreux projets, j'ai travaillé avec de nombreux entrepreneurs, des sportifs, et je me suis rendu compte que à trop s'éparpiller, eh bien, on en perdait un petit peu le sens et que l'équilibre de vie, la stabilité devenait difficile. Donc maintenant, j'envisage un peu les choses autrement après ces 5 années d'expérience. Euh, J'essaie de trouver un équilibre entre comment je m'investis et comment je peux récupérer aussi et passer du temps avec mes proches. Comment je passais du temps avec mes amis, avec ma famille. Tout ça, ça me paraît important. Et on sous-estime un petit peu cet impact que ça peut avoir sur nous parce que très souvent, les entrepreneurs, ils ont tendance à s'isoler, à se replier sur eux-mêmes, à se poser des questions, mais pas forcément les ouvrir aux autres parce qu'ils se disent comment les autres vont percevoir maintenant si je me pose des questions. Alors on va plutôt s'interroger sur qu'est-ce qui serait bien pour moi. Si c'est bien pour moi et que ça peut m'aider à développer l'entreprise, why not? Pourquoi pas? Ça a l'air intéressant. Je vais essayer de trouver une voie qui me correspond. Et de plus en plus, j'essaye de à la fois trouver des choses qui sont pertinentes, intéressantes et dans lesquelles je me sens utile et qui ont du sens pour moi. Moi, s'il y a bien une chose que je retiens, c'est faire des choses qui ont du sens. Et c'est dans ce but-là que je souhaite
intervenir, apporter mon expertise et mes compétences, que ce soit dans l'univers pédagogique ou que ce soit dans l'univers sportif, qui sont deux champs qui m'intéressent vraiment particulièrement, et faire le parallèle aussi avec le monde de l'entrepreneuriat, je pense que c'est important. Et puis, retrouver une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire être capable de s'écouter et de dire à un moment, stop, j'ai besoin de faire une pause. Là, j'ai fait une pause dernièrement et je pense que ça fait du bien de faire une pause. Comme toi pour la boxe. Merci beaucoup. Donc, est-ce que faire une pause, donc comme on l'évoque là, ou trouver un équilibre justement, est-ce que ça peut nous aider à surmonter des potentiels moments de doute dans l'entrepreneuriat, dans votre parcours? Je sais pas si vous avez eu des moments de doute dans votre parcours. Comment les surmonter au niveau mental? Alors, je parlais de questionnement, je vais plus parler de doute, effectivement. Hein. On doute qu'on va réussir, on doute qu'on va réussir à- à trouver le prospect, le garder, on doute que le projet va intéresser, on doute d'une multitude de choses. En tant qu'entrepreneur, c'est pareil. En tant qu'étudiant, c'est pareil. En tant qu'étudiant, on doute qu'on va peut-être réussir ses examens, on doute de ce qu'on va devenir plus tard. Et on s'interroge beaucoup sur l'après ou sur l'avant. Mais on s'interroge moins sur le présent, sur qu'est-ce que je vis maintenant. Et une des clés qu'on met en œuvre de plus en plus et que je trouve vraiment utile, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, le mindfulness. La pleine conscience, c'est prendre conscience de l'état présent. Comment je me sens. Prendre le temps de se concentrer sur sa respiration et sur rien d'autre. Faire non pas abstraction de ses pensées, mais plutôt les accepter. Dire ces pensées sont là, ces doutes sont là, et de me dire ok, ils sont là. C'est ok. Et puis après, de se poser les questions de qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire demain? Reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Les études nous montrent que pratiquer la pleine conscience nous aide à être plus attentifs, plus concentrés, mais aussi un sentiment de bonheur, de bien-être que l'on peut ressentir à travers ça. Et en même temps, ça nous aide aussi à mettre un petit peu un pas de côté par rapport au stress, l'anxiété, la pression qu'on peut avoir, pression des autres, pression que l'on s'inflige aussi à nous-mêmes, hein, parce que parfois on se met une pression très importante en se disant que ma vie en dépend. Non, c'est juste un moment où il s'est passé ça, et de se dire je mets un pas de côté, et demain il se passera autre chose. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça s'applique vraiment à tous les cas de figure. Même en étant étudiant, on peut ressentir ces choses-là. On va revenir un peu dans le sport et plus précisément dans la gestion de carrière. Donc, comment vous accompagnez les sportifs dans la gestion des transitions de carrière, par exemple, le passage d'amateur à professionnel? Alors pour ce qui concerne le sport, on se retrouve avec des sportifs qui ont des représentations très très fortes de ce qu'est le sport de haut niveau. Et c'est tout aussi bien parce que ça les aide aussi à se construire, à avoir cette vision de ce qu'est le haut niveau. Sans s'interroger, mais c'est quoi pour moi le haut niveau? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Comment je vais m'investir aussi pour devenir demain professionnel dans le sport qui est ma passion? Et cette passion, elle doit nous animer et avoir une vision, comme je disais tout à l'heure, sur du long terme. Parce que cette vision, elle va être vraiment parsemée d'embûches, avec des chemins plus ou moins sinueux. Et l'important, c'est quelle direction je continue de prendre, malgré les obstacles, et comment je persévère. S'il y a bien une chose que je peux vous dire là-dessus, c'est la persévérance. C'est-à-dire notre capacité à continuer malgré les difficultés qu'on va rencontrer. Et plus on va s'investir, eh bien, plus on va rencontrer d'obstacles. Et ces obstacles, c'est des nouvelles portes que l'on doit prendre pour avancer et continuer à avancer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour les jeunes sportifs qui commencent tout juste à se dire je veux devenir professionnel et qui commencent à construire un parcours, c'est important de réfléchir aussi à son parcours de vie. C'est-à-dire à la fois gérer les études et gérer la partie sportive. Je pense que les deux sont indissociables et qu'aujourd'hui, l'un aide à l'autre et vice-versa. Tout comme un sportif de haut niveau
va avoir une vraie expérience à partager dans le monde de l'entreprise. Puisque sa carrière, l'expérience qu'il aura vécue, lui aura permis de développer déjà par lui-même un certain nombre de compétences qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les soft skills, très développées dans le monde de l'entreprise. Donc pour revenir à... Parce que là je m'égare un tout petit peu dans ce que je partage, mais le jeune sportif, c'est de réfléchir à c'est quoi ma vision sur le long terme, et pour devenir sportif de très haut niveau, quel chemin je dois emprunter, bien s'entourer avec des professionnels qui sont là pour m'aiguiller dans tous les différents champs de compétences, en préparation mentale, psychologue du sport éventuellement, si c'est une recherche du sportif, un préparateur physique. Mais plutôt que d'isoler tous ces individus, c'est comment on va permettre à ce qu'ils travaillent de concert, qu'ils travaillent tous ensemble et qui m'aident dans le parcours sportif que je souhaite construire. Et que quand je continue vers la filière professionnelle, que je continue à être bien entouré. C'est-à-dire que c'est important de prendre conscience que être entouré va me permettre à moi d'avoir un sas de décompression, va me permettre aussi de prendre plus facilement des décisions avec des personnes qui ont plus de recul ou de l'expérience dans ces différents domaines et qui vont m'apporter des solutions. Ok, merci beaucoup. On a eu du coup au début d'année on a fait une conférence du coup autour du sport et de la performance. On nous a préconisé, on nous a dit que même au sein de nos études, pratiquer une activité sportive régulière nous aide à acquérir du coup de la discipline et nous aide à être beaucoup plus euh, droit dans nos études ou beaucoup nous aide à comment dire ça, comment dirais-je à améliorer du coup notre performance au niveau des études. Est-ce que pour la préparation physique c'est pareil? Est-ce qu'il faut c'est bien d'avoir une routine préparation physique pardon, préparation mentale. Est-ce que c'est bien d'avoir une routine en préparation mentale dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça peut nous aider dans nos performances, etc. Quand on utilise le terme de préparation mentale, certains utilisent plutôt le terme de accompagnement psychologique, intervenant en psychologie du sport. Quand on parle de préparation, eh bien, on parle d'accompagnement. C'est-à-dire que les deux veulent dire la même chose, mais ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est des compétences qu'on va construire dans le temps. C'est-à-dire que, un, on va travailler sur nos compétences, elles vont évoluer au fur et à mesure du temps, et que la préparation, c'est de nous dire, bah, quel chemin je vais prendre et comment je vais le structurer. Et on va le préparer. C'est pas du jour au lendemain, on se dit, tiens, là, je me sens pas bien, j'ai besoin de faire la préparation mentale. On n'est pas une baguette magique. On aimerait bien être la baguette magique, d'intervenir, dire, on a un problème, bonjour, on apporte la solution. Non, ça fonctionne pas comme ça. Nous, on va juste là, déjà dans un premier temps, pour identifier les leviers clés sur lesquels on va travailler, et après de préparer jusqu'à l'événement, la compétition qui va avoir lieu. Comment on va s'y prendre? Eh bien, on va travailler sur les différentes compétences dont on parlait un petit peu plus tôt, pour travailler dessus. Ça, c'est important. Et puis, une fois qu'on a préparé l'athlète, la préparation peut passer par une forme de routine. Il y a des routines qu'on met en œuvre dans le cadre sportif, l'échauffement, le retour après avec les étirements en fin de session, ça peut être déjà une première étape. Mais aussi on parle de routine de concentration par exemple. Routine de concentration, ça va être tout ce qu'on va mettre en œuvre au début de la séance pour entrer dans sa séance. C'est-à-dire pendant sa phase de préparation, d'échauffement, est-ce qu'on ne peut pas l'associer avec une phase de routine de concentration? Est-ce qu'à certains moments, eh bien, on ne peut pas créer un carnet de performance pour avoir un suivi sur le long terme et dire à quel moment on s'est senti plus ou moins performant et de pouvoir identifier quels seraient les niveaux de performance. Et bien aussi bien que le physique, la tactique, le mental peut tout aussi bien aussi nous permettre d'être développés. Ok, très bien, merci. Euh, on va revenir au sport et plus précisément au business. Donc, les principales difficultés qu'un sportif peut rencontrer, que ce soit lié dans le sport ou dans le business, qu'on sait que le sport à haut niveau, c'est du sport, c'est de la passion, mais il y a aussi du business derrière parce qu'on veut en faire son métier. Est-ce que il y a une préparation mentale qui est dédiée
au business dans le sport, par exemple bien, qui nous aide à bien choisir notre manager, etc. Ou même savoir comment réagir face à un contrat, etc. Est-ce que la préparation mentale peut nous aider dans cet aspect-là? Alors oui, ça peut nous aider. Alors nous, on ne sera pas là pour identifier les bonnes personnes parce que ce ne sera pas notre rôle. Par contre, on pourra aider et accompagner la personne avec qui on va travailler à identifier quelles seraient les personnes clés avec qui elle aurait besoin de travailler, qui pourraient l'orienter dans la démarche qu'elle poursuit. Que ce soit un projet, que ce soit un examen, que ce soit une carrière, bah, peut-être qu'il y a un certain nombre de professionnels qu'elle devrait rencontrer pour l'aiguiller et faire en sorte que ça marche pour elle. Ça, c'est une première chose. Donc nous, on va juste être là un petit peu pour découvrir avec elle quels seraient ces professionnels-là. Et si on n'a pas les ressources pour travailler dessus, eh bien, on va peut-être lui dire de se rapprocher d'une personne plus compétente que nous qui pourra être à même de le faire. Ça, déjà, c'est important. Ensuite, quand on veut travailler dans le monde professionnel, il y a des choses qui reviennent. La première chose, c'est persévérer. À chaque fois, on va se prendre des murs. Et on va s'en prendre plein. L'important, c'est est-ce que le mur, on peut le contourner ou est-ce qu'on peut les friter un tout petit peu pour passer à travers. Et comment on décide, au fur et à mesure des murs, de prendre de la distance vis-à-vis de ce mur. C'est-à-dire, ok, c'est juste un mur. On va arrêter de se faire mal à chaque fois dès qu'on prend un mur. Bah, au début, c'est bien, on se refait la face, et puis au bout d'un moment, on se dit, je vais peut-être freiner un petit peu avant. Ou si je l'ai pris, je sais mieux comment je vais pouvoir le gérer maintenant, puisque je l'ai déjà pris. J'ai appris des choses à chaque fois. Et au fur et à mesure du parcours, on va apprendre un certain nombre de choses pour les entrepreneurs, comme pour les étudiants, pour nous permettre d'avancer et de s'ajuster. Merci beaucoup. Donc, dans la gestion, comment dire ça, d'une grosse compétition, par exemple, vous nous avez parlé tout à l'heure des Jeux Olympiques, lorsque vous préparez, par exemple, une compétition amateur ou un athlète qui prépare les Jeux Olympiques, je suppose que la préparation mentale elle est différente, parce que donc le niveau de la compétition n'est pas égal. Mais est-ce que, par exemple, dans la gestion d'une entreprise, donc dans un gros lancement pour une entreprise, est-ce que cette préparation, elle est, comment dire, similaire? Est-ce qu'elle est spéciale? Est-ce qu'il faut vraiment s'adapter à la situation? Alors, s'il y a bien une chose fondamentale, c'est qu'on s'adapte en permanence. C'est-à-dire, quelles que soient les situations, de toute façon, chaque situation sera unique et on devra s'adapter à elle. L'important, c'est, quel est le niveau d'importance? Quel est le niveau d'importance que j'ai vis-à-vis de cette situation? Est-ce que je considère que le chemin que je prends, il est important pour moi? Est-ce qu'il y a un enjeu vis-à-vis dans la direction dans laquelle je me dirige? Ça, c'est la première chose. Et deux, c'est ok, c'est important pour moi, j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce qui me pousse à y aller? Ça va être la vision que je vais en avoir. C'est-à-dire, je veux m'orienter et réussir mon bachelor, par exemple, en tant qu'étudiant. Réussir son bachelor, ça implique que on va devoir parfois dire non aux sorties avec les amis. Ça veut dire parfois que il faudra se coucher un petit peu plus tôt. Ça veut dire peut-être que on va devoir apprendre à gérer nous aussi des situations dans des contextes variés. Le stress en fait partie, les émotions en font partie. Mais ce qui est bien avec la préparation mentale, c'est qu'on va pouvoir anticiper un petit peu plus ces situations-là. Par exemple, l'imagerie motrice, l'imagerie mentale, va nous permettre de nous projeter dans une situation et de nous aider à mieux appréhender ce qui va se passer et de pouvoir l'envisager de façon positive. Ce qui est génial avec le cerveau quand on se projette dans une situation, c'est que l'imaginer dans sa tête ou le vivre, eh bien, il y a des choses similaires qui se produisent au niveau du cerveau. Donc, aussi bien que de travailler le physique, travailler aussi le mental. On peut travailler le mental sur une projection d'action qui va se produire, une situation d'examen par exemple, une présentation orale de son projet. Ça, c'est une première chose, mais on peut aussi l'envisager en imagerie positive ou une perception du succès aussi. Je m'imagine avoir réussi, avoir bien réussi cette présentation, bien réussi cet examen, et l'associer peut-être avec des émotions, des ressentis particuliers que j'aurai dans le corps. J'aurai une sensation de plaisir, d'euphorie, de joie, ou toute autre chose à certaines personnes qui ont envie de ressentir peut-être un lâcher-prise.
ça va dépendre de chacun. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et qu'est-ce que la préparation mentale peut m'aider à faire? Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, la préparation mentale, donc c'est vraiment une adaptation à chaque personne, chaque situation. Et donc, le travail peut être beaucoup plus gros selon une personne ou selon une situation vis-à-vis d'une autre, par exemple. Mais est-ce que la préparation mentale peut aider quelqu'un qui, sur le papier, serait moins bon qu'un autre à se dépasser lui-même et à dépasser cette personne? Alors, oui, la personne va pouvoir se dépasser. Oui, elle va pouvoir aller plus loin. Mais attention, elle ne pourra se dépasser que dans la limite de ses compétences. C'est-à-dire qu'une personne qui a des capacités physiques, des capacités techniques, tactiques spécifiques, nous, on pourra éventuellement l'aider avec l'entraîneur et on sera vraiment là comme étant un aiguillage sur les actions qui pourraient être proposées. Mais le premier préparateur mental dans le sport, c'est l'entraîneur. Le premier, c'est l'entraîneur. C'est lui qui va être la clé de voûte de tout ce qui va suivre derrière. Nous, on aura plutôt un rôle de conseil, d'aiguillage ou d'accompagnement à certains moments. Mais celui qui accompagne ses équipes, l'entrepreneur ou l'entraîneur, c'est lui. Donc, première chose, c'est de savoir identifier si oui ou non la personne a les compétences pour. Si elle a les compétences, est-ce qu'elle les maîtrise totalement ou pas? Et bien nous, on va pouvoir aller qu'au 100% de la maîtrise qu'elle a à ce niveau actuellement. Et s'il y a une personne qui est championne du monde et que nous, on est niveau régional et qu'on a pour ambition de la battre, on va avoir une pression de résultat. On va s'orienter tout de suite sur il faut que je gagne des points contre elle. Ou au contraire, si je travaille contre elle, quelles seraient les maîtrises que je veux mettre en œuvre et lui montrer au moment du match. En boxe, par exemple, quand on va avoir une perception de l'autre parce qu'il a des résultats, une aura, un charisme qui va être plus important, peut-être que on va avoir plus de difficultés à l'affronter parce que peut-être que pour nous, c'est quelqu'un d'important. Et donc, travailler avec elle, ça va devenir plus compliqué. Travailler contre elle, encore plus. Et parfois, ça peut être comme un mentor pour nous. Donc, quand on doit l'affronter, ça devient autre chose. Dans le tennis, c'est souvent le cas. C'est des partenaires de jeu, puis après, qui s'affrontent. En natation, c'est pareil. Ils sont partenaires d'entraînement. Et puis, non, le résultat à la clé, c'est ce qui s'affiche au compteur quand ils ont touché le mur. Toutes ces petites choses font qu'on ne peut développer qu'au maximum de ce que l'individu est capable de faire. On ne pourra pas aller au-delà. On va pouvoir avancer, progresser et de pouvoir même évaluer. Et ça, c'est important. On peut évaluer de façon de plus en plus précise maintenant en psychologie du sport quelles sont les progressions en utilisant éventuellement des questionnaires, en utilisant aussi des échelles sur lesquelles va construire l'individu sur différents leviers. On parlait de performance de maîtrise tout à l'heure. On peut utiliser par exemple le performance profile, c'est-à-dire c'est une sorte de rosace, radar, avec toutes les différentes maîtrises que l'on doit avoir et de pouvoir identifier avec plus ou moins de précision le pourcentage sur lequel on va pouvoir travailler. Mais attention, si la personne, en termes de technique, de tactique, d'aptitude physique, est plus développée que l'individu, on ne pourra jamais l'obtenir. Par contre, on pourra aller l'aider à se dépasser, à aller plus loin. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Euh, Bon, maintenant on va un peu, on va un peu essayer de titiller un peu. Est-ce que vous pouvez nous partager une éventuelle success story sur un sportif ou un entrepreneur que vous avez accompagné du coup dans la préparation mentale? Comment ça l'a aidé? Quels ont été les résultats? Comment ça a été de travailler avec cette personne? Alors j'ai deux exemples. Je vais commencer par l'univers sportif. J'ai accompagné une sportive qui est venue me voir en me disant j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup de difficultés à rester pleinement active dans mon sport et je ressens en même temps un certain mal-être. Ça, c'était le préambule de départ. Au final, à force de travailler avec elle, donc on a beaucoup travaillé avec elle à la fois sur le niveau attentionnel, donc on a fait pas mal
de mindfulness. Donc, on a travaillé sur prendre conscience un petit peu de ce qu'elle vit, comment elle le vit, et puis aussi quand elle est en train de faire son sport, de prendre conscience aussi des sensations qu'elle a quand elle fait son sport. Et en même temps, de l'associer avec un certain nombre d'émotions, de plaisir, et comment on retrouve du sens aussi dans son activité. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle avait perdu un peu de sens dans l'activité qu'elle pratiquait. C'est-à-dire qu'elle le faisait par habitude, elle faisait beaucoup d'efforts, elle avait une routine de préparation qui était énorme, où elle commençait le matin à 7 heures, et le soir, elle terminait, il était 20 heures, avec pas mal d'enchaînements entre le travail et la partie sportive. Parce qu'il faut savoir que le sport professionnel, il n'y en a pas énormément en France. Il n'y en a pas énormément en France. Et donc, devenir professionnel et de pouvoir vivre de sa passion, ce n'est pas le cas dans énormément de sports. Et qu'on a besoin de travailler à côté. Donc, il faut à la fois gérer son sport, gérer sa famille, et en plus, le contexte familial dans lequel évoluaient ces sportives était assez particulier. Et puis, au fur et à mesure du travail qu'on a construit, elle a réussi à obtenir un Guinness World Record et à être présente partout dans le monde. J'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai permis cette performance. Moi, je suis juste là pour dire que je l'ai orienté, je l'ai accompagné sur un certain nombre de travaux qui sont utiles sur le champ de la psychologie du sport. Donc à la fois sur l'attention, la concentration, on a travaillé aussi sur la régulation de ses émotions, qui était en pré-compétitive, puisque à chaque fois qu'elle se retrouvait en situation de compétition, elle avait énormément d'anxiété et beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Donc on a travaillé sur ces 3 leviers, et c'est ça qui, avec les compétences qu'elle a en termes de pratique, lui ont permis de s'engager sur des projets de plus en plus ambitieux et d'arriver à ce résultat-là. Donc ça, c'est le niveau sportif. Niveau entrepreneurial, j'ai eu la chance de travailler avec un entrepreneur qui, une grosse entreprise aujourd'hui, une start-up comme on dit, qui s'est lancée et qui avait besoin d'aller faire une levée de fonds. Voilà, une levée de fonds assez importante. Pas grand-chose, 60 millions, petite bagatelle comme ça. Et elle s'est lancée en disant j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour m'accompagner, parce que j'arrive pas à structurer mon discours, j'ai beaucoup d'anxiété à parler en public, et en même temps j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi j'irais devant ces gens-là pour leur demander de l'argent? En quoi je me différencie? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime? Et cette question de légitimité, c'est quelque chose qui m'interroge particulièrement, parce que je pense qu'on est tous, à un moment donné, poussés à se poser cette question. Est-ce que je suis légitime, en tant qu'étudiant, d'avoir réussi mon examen et pas le copain? Est-ce que je suis légitime d'être à ce poste? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai réussi à en arriver là? Je pense qu'il faut saisir les opportunités. Et que cette personne-là, quand on a commencé à travailler ensemble, elle a saisi cette opportunité de se dire j'ai besoin à ce moment-là de me faire accompagner. Je me sens pas compétent. Et c'est OK. Par contre, c'est pas se dire oui, je suis incompétent, je suis pas légitime et je ne fais rien. Là, il y a un projet, il y a une différence à avoir entre j'ai la prétention de lever des fonds et j'ai l'ambition de développer un projet pour pouvoir avancer. Et être entrepreneur, c'est ça. C'est une vision à long terme, l'ambition de poursuivre ses ambitions. C'est beau, ambition de poursuivre ses ambitions. C'est-à-dire que je veux m'engager dans quelque chose et en même temps, je mets en œuvre tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et le travail qu'on a construit ensemble lui a permis de mieux réguler aussi sa prise de parole, prendre plus de temps et de faire des petits silences, de savoir poser sa voix, d'arrêter de parler très vite, parce que quand on prend la parole pour la première fois, on parle très 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 vite, et on a besoin de parler très vite, parce que si on parle pas très vite, on a l'impression qu'on n'est pas entendu, donc on a envie de continuer à parler vite. Et plus on parle vite, plus on est stressé, moins on a du mal à parler. Et en même temps, la régulation est difficile. Elle, on a travaillé plus sur la cohérence cardiaque, par exemple. Cohérence cardiaque, c'était l'alignement entre la phase inspiratoire, respiratoire, ventilatoire, et la phase circulatoire, le cœur. Le cœur, il bat très très vite. Très 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 vite. Et pour elle, elle avait beaucoup de mal, parce qu'elle sentait en plus les tapotements qu'elle avait du cœur dès qu'elle prenait la parole.
Et puis il y avait des sensations aussi physiques, hein, sueur et autres qui accompagnaient aussi cette prise de parole. Donc forcément, ça devenait compliqué. Et bah, grâce à la cohérence cardiaque, bah, elle a appris à mieux réguler un petit peu son rythme cardiaque, à être plus dans ce qui est en train de se passer, et en même temps avoir un rythme circulatoire et ventilatoire qui permettait de s'exprimer avec plus de facilité. Et le résultat, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60 millions, elle les a obtenus. C'est beau. Donc, vous nous avez partagé deux anecdotes qui ont une bonne fin, happy end, comme on dit. Est-ce que c'est arrivé parfois dans votre métier donc, de préparateur mental que il faille arrêter? Par exemple, je prends l'exemple, bon, encore la boxe, je suis passionné de boxe, vous l'aurez remarqué. Je prends l'exemple, par exemple, d'un Gervonta Davis qui est champion du monde actuellement de boxe et qui a décidé d'arrêter la boxe parce que mentalement, il n'arrivait plus. C'était sa passion quand il était jeune, quand il était amateur, mais niveau professionnel, la pression mentale qu'il subissait, il n'arrivait plus à la gérer et il le sentait dans ses performances. Et après des visites chez un psychologue, on lui a préconisé d'arrêter la boxe professionnelle. Il continue à boxer, mais il ne boxera plus professionnel. Est-ce que ça arrive, ça peut arriver que pour des personnes, c'est mieux d'arrêter, en tout cas dans le sport, par exemple au niveau professionnel, le sport. Alors, je pourrais pas parler pour les autres. C'est-à-dire que ça va être au cas par cas. Ça va dépendre de l'individu à un instant T. Est-ce que cette personne-là, il est préférable pour plusieurs raisons d'arrêter son parcours professionnel dans le monde du sport? Nous, on ne sera pas là pour dire oui, il faut que tu t'arrêtes. C'est pas du tout la situation sur laquelle on va évoluer. Je ne pourrais jamais dire arrête-toi et que cette parole-là, tout de suite, lui dise bah, si tu l'as dit, je vais le faire. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Nous, on va plutôt l'aider dans sa prise de décision, dans ses choix, et que ce choix il soit le plus conscient possible. Qu'elle soit certaine que ce qu'elle va mettre en œuvre comme levier de décision, ce soit les choix qui lui correspondent. Et ben on met pas tous dans ces choix d'arrêt la même chose. Il y a des sportifs, ils vont mettre des niveaux d'importance différents selon leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie sportive, leur entourage et vie avec la famille, etc., qui ne sera pas sur le même plan. L'important, c'est de trouver le bon niveau qui nous correspond à nous. Et si le sport de haut niveau, en particulier le sport professionnel, ne nous correspond plus, eh bien, c'est peut-être un bon choix pour cette personne-là de s'orienter vers autre chose. Maintenant, il y a aussi autre chose à dire, c'est que dans le sport de haut niveau, bah, c'est quelque chose qui se construit dès le plus jeune âge. Et bah, ça va paraître difficile à dire ça comme ça, mais tout le monde n'aura pas forcément la capacité de s'orienter vers du sport de très haut niveau. Pour plusieurs raisons. La première, parce que elle a toujours fait ce sport, c'était sa passion, elle a continué dans ce sport, mais elle s'est jamais interrogée de bah, pour quelle raison je me lance, moi, dans ce sport? Qu'est-ce qui me pousse à continuer ce sport? Ok, j'avais des facilités, ça me plaisait, mais est-ce que c'était ça, finalement, le sens que j'avais derrière la mission sportive sur laquelle je m'orientais? Donc, il y a un, la vision et le sens qui sont importants. Et deux, bah, c'est aussi dans les systèmes fédéraux commencer à structurer cet accompagnement auprès des jeunes sportifs. C'est-à-dire, plutôt que de directement les mettre dans un circuit ultra compétitif quand ils sont jeunes, bah, peut-être les mettre dans un circuit plus orienté sur le plaisir. Le plaisir à faire, le plaisir à se construire, le plaisir à maîtriser, à acquérir un certain nombre de compétences dans leur sport et d'avoir envie de poursuivre cette belle aventure. Il y a une réflexion qui est aujourd'hui portée dans le sport en se disant bah, peut-être que commencer avant 10, 11, voire 12 ans les compétitions, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apporte quelque chose auprès des jeunes de rentrer déjà dans un système compétitif? Est-ce que peut-être qu'il faut s'intéresser davantage à toutes les choses qui vont développer de façon transversale autour de l'ensemble des sports? On évoquait tout à l'heure l'activité physique, en quoi c'est bien là pour les étudiants. Je pense que le bien-être apporté par l'activité physique est maintenant reconnu d'un point de vue scientifique. On a
des politiques qui ont été lancées, 30 minutes et bouge par le ministère Jeunesse et Sport. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'orientent parce que c'est aussi bien aussi, on dit tout ce qui est bien pour la tête, bah, c'est aussi bien par le sport, mais aussi l'activité physique de façon générale. Donc, pratiquer une multitude et une pluralité de sports va me permettre d'éveiller un petit peu plus mes sens, ma motricité, et me confronter à plein de situations variées. Et au fur et à mesure du temps, entrer dans une forme de spécialisation. Donc, peut-être que passer directement par la boxe, peut-être qu'on serait passé par le foot, peut-être qu'on serait passé par le handball. Et ben, travailler le foot, ça travaille les pieds, gestuelle des pieds, motricité des pieds. On travaille le handball, gestuelle au niveau des mains. Peut-être que ce serait aussi une autre forme de trouver un accompagnement dans la boxe. C'est de réfléchir un petit peu à tout ça, de retrouver du sens et du plaisir dans l'activité, et puis après de se spécialiser. Et une fois qu'on se spécialise, entreprendre une voie, construire son parcours, et de déterminer toutes les différentes étapes qui me restent à atteindre vers ce parcours. Et pour ça, bah, ça passe d'une part par le plaisir, mais le plaisir de l'effort aussi. On parle souvent, l'effort c'est dur. Non, l'effort c'est pas dur. Tout dépend ce qu'on met derrière. Oui, on va devoir passer par une certaine forme d'effort, parce que c'est nécessaire. Parce que sans effort, eh bien, on n'arrive jamais à se dépasser, on n'arrive jamais à progresser. Progresser, c'est sortir de sa zone de confort. C'est de se dire, ça, je ne le maîtrise pas encore. Est-ce que là, je peux le toucher? Est-ce que je peux essayer d'y arriver? Et que tout ce qu'on emmène avec nous, là, très souvent, on voit une métaphore de l'iceberg avec tout ce qui est à l'extérieur, qui est visible, où la personne rayonne. Bah, y a tout ce qu'elle a emmené derrière avec elle. Tous les échecs répétés qu'elle a pu construire. Rentrer dans un essai-erreur, pouvoir persévérer malgré les difficultés, pouvoir prendre du plaisir et de continuer à prendre du plaisir dans son activité. Mais quelles sont ces formes de plaisir? Et ça, bah, de nombreux sportifs ne se posent pas forcément ces questions-là, et les étudiants encore moins. En quoi j'ai envie de m'investir pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 11 ans et faire des études? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Alors oui, ça va m'apporter un savoir, mais qu'est-ce que j'en fais après derrière? C'est ça le plus important. C'est un très beau mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. C'est très intéressant. Franchement, vous nous avez parlé de beaucoup de choses très intéressantes, des choses. C'est vrai que très souvent, on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait. C'est vrai c'est bien aussi de prendre du recul sur les choses. En conclusion, si vous deviez donner, allez, on va dire 3 conseils clés aux étudiants qui veulent performer dans le sport ou le business, quels seraient-ils? Alors on parle très souvent motivation, on parle très souvent confiance en soi, et on parle très souvent gestion du stress et des émotions. Je pense que les trois fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que vivez des expériences variées. Lancez-vous à l'aventure de nouveaux challenges en permanence, des petits défis. Challenge des petits défis. Demain, lancez-vous, tiens, si entre copains, on se faisait un petit défi sur la matière un tel, et on se disait, tiens, si on bossait ensemble là-dessus. Ah bah moi, je suis plus compétent sur tel domaine. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ça? Moi, je comprends pas. Et rentrer dans une forme de coopération, d'entraide entre les étudiants, je pense que déjà, ce sera un bon moteur clé pour la suite. Ensuite, c'est persévérer. Persévérer, je pense que je l'ai répété plusieurs fois, mais on a vraiment une direction, on va se prendre des murs. Et c'est OK. Par contre, il y a une phrase qui m'est restée d'un entraîneur avec qui j'ai travaillé qui il disait le no excuse. No excuse. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une situation dans laquelle ça pouvait se poser problème auprès des sportifs et le staff avec qui il travaillait, on a tout fait pour que ça se passe bien. Donc, si on rentre dans une forme de prétention, c'est-à-dire que j'ai envie d'y aller, mais je ne mets pas en œuvre tous les moyens pour le faire, bah on est dans une forme d'excuse. Là, dans le sport, on parle de stratégie de coping. Comment y faire face? Et bah, des fois, il y a ce qu'on appelle l'évitement, c'est-à-dire que plutôt que de se confronter à la situation, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, à chaque fois que je vais à l'examen, je me plante. Bon, bah, je vais plus aller aux examens. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on aura beau éviter une fois, deux fois, trois fois,
on sera forcément amené à y revenir à un moment donné. Donc persévérer. Ça, je pense que c'est important. Et puis, gardez en tête que vous avez toutes les clés pour réussir. Elles sont peut-être pas forcément visibles tout de suite, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais vous avez toujours la possibilité de pouvoir aller les chercher, de les découvrir au fur et à mesure du temps. Soit seul, soit grâce à l'aide des autres. Ça, je pense que c'est important. Donc, sur les différents conseils que j'ai pu apporter, vraiment, là, les 3 messages clés, je pense que la persévérance, ça me paraît hyper important de poursuivre ses projets, ses ambitions et d'y aller. Et de foncer vraiment à 3000% et de profiter vraiment du parcours. Profiter du parcours, ça veut dire que le résultat, c'est une chose, mais ce sera uniquement la conséquence de ce qui va se produire. On est présent tous les jours face à différentes situations et vivez vraiment ce qui est en train de se passer, quoi. Les rencontres que vous allez faire, les personnes qui vont vous donner des opportunités, saisissez-les. Ça, c'est vraiment important. Et la dernière, éclatez-vous. Éclatez-vous. Si vous avez envie d'aller quelque part, si vous y allez à reculons et que vous ne prenez pas de plaisir, inévitablement, au bout d'un moment, ça va poser des difficultés pour vous. Première chose, c'est éclatez-vous dans ce que vous faites et lancez-vous à fond. Merci beaucoup. Merci beaucoup du coup pour d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup pour ce petit podcast où vous nous avez présenté du coup votre métier, votre parcours. C'était très intéressant, très enrichissant aussi. C'est des questions qu'on se pose pas souvent, c'est vrai, et qui ont une grande importance du coup. Donc voilà, un grand merci à vous. Le podcast est terminé. On peut retrouver vos informations, donc où vous contacter pour ceux qui veulent, donc en description. Donc vous êtes préparateur mental, du coup vous accompagnez les gens, vous les préparez selon un projet, selon un but. C'est spécifique à chacun, comme on l'a dit plusieurs fois durant le podcast. C'est pas une honte de faire appel à un préparateur mental. C'est même, on va dire, une forme de maturité, de se dire ok là j'ai besoin d'aide. Donc c'était très enrichissant pour nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était chouette d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci.